Depuis toujours, je m'émerveille devant les splendides maisons de caractère qui font le charme de notre pays. J'aime imaginer ce que leurs vieilles pierres nous raconteraient si elles pouvaient parler. Car certaines de ces vénérables demeures sont d'authentiques livres d'histoire qui ne demandent qu'à être ouverts. Et c'est pour mieux éclairer leur passé que leurs propriétaires ont fait appel à moi. Ensemble, nous allons tenter de lever le voile sur les mystères que renferment ces murs. Nous allons remonter le temps et vous raconter autrement cette France que nous aimons tant. Ici, le temps semble s'être arrêté. 8000 habitants coulent des jours paisibles, au rythme du carillon des églises. La ville de Falaise, appelée autrefois la perle de Normandie, est aussi discrète que fascinante. En plein cœur du Calvados, Falaise doit son nom à l'éperon rocheux depuis lequel elle domine la campagne environnante. Et si aujourd'hui elle semble assoupie, c'est pour mieux se reposer. Car Falaise a tout vécu. Ville de naissance de Guillaume le Conquérant, Falaise devient au XVIIIe siècle une cité prisée de l'aristocratie, avant de connaître le boom de la révolution industrielle et les drames de la Seconde Guerre mondiale. D'expérience, je sais que certaines maisons condensent entre leurs murs toutes les péripéties de la ville qui les entoure. Elles sont des témoins muets, pour qui ne sait pas lire entre les pierres. En passant par cette porte des anciens remparts, il me semble avoir trouvé l'une de ces demeures qui incarne l'histoire de Falaise, l'hôtel de Morel. C'est en tout cas la conviction de son propriétaire. Il m'a demandé de vérifier si le passé de cette maison est aussi riche qu'il l'imagine. Bonjour Jean-Arnaud. Bonjour Stéphane. Vous allez bien? Très bien, ça me fait plaisir. Je suis ravi de vous rencontrer. Non, c'est moi qui suis ravi de vous accueillir dans notre belle maison. J'espère qu'elle va vous plaire. Oui, exactement, maison de famille. Jean-Arnaud est antiquaire. C'est grâce à son métier qu'il découvre par hasard cette maison dans les années 1990. Nous, on est arrivés un soir et tout le rez-de-chaussée est éclairé. Oui. Et voilà, quand vous arrivez, ça fait pof, flashé. Vous étiez en recherche d'une maison ou pas du tout? Du tout, non, non. Je suis arrivé ici, il y avait un confrère. Parce que vous êtes antiquaire de métier. Voilà, exactement, qui était installé là. On est arrivé, j'ai commencé à regarder ce qu'il pouvait me vendre de beau. Et je lui dis, ah, vous avez quand même une belle maison. Il me dit, oui, effectivement, elle est belle, mais elle est aussi à vendre. Et là, bingo. Voilà. J'achète. Réunion, enfin, j'achète pas seul. Hein. Réunion de famille, tout le monde était OK. Et, on est parti dans cette aventure. Oui, parce que le projet à la base, c'est pas forcément de trouver une maison à histoire, et on aura l'occasion de s'intéresser bien sûr à l'histoire de cette maison, mais c'est surtout de trouver une maison familiale. Oui, pour qu'il y ait suffisamment de chambres pour tout le monde. Et là, il y en a combien? Il y en a pas mal. Oui. Bon, pour ne plus pouvoir les compter, c'est qu'il y en a Oui, pas mal. non, j'hésite entre 10 et 12. Mais voilà. Ah oui, quand même. Une maison aussi vaste a forcément des zones d'ombre, des mystères, que Jean-Arnaud voudrait éclaircir. Ici, 8 siècles coexistent, et chaque période a laissé des indices. Côté cour, une façade typique du XVIIIe siècle. En la contournant,
On remarque cette tourelle aux courbes médiévales qui s'appuie sur de curieux bâtiments au toit pentu. J'avoue, je n'ai jamais rien vu de tel. Bon, en tant qu'antiquaire, pour vous, une maison comme ça a été plus ou moins une chasse au trésor. C'est-à-dire qu'il y a des informations et différentes époques qu'on peut retracer. Oui, mais voilà, on cherche toujours. Et on cherche toujours. Et on est là pour ça, Exactement. pour vous aider à trouver justement des réponses aux différentes questions que vous pourriez être amené à vous poser. Qui a vécu là? Comment l'histoire de l'hôtel de Morel s'inscrit-elle plus largement dans celle de Falaise et de sa région? Mon enquête débute par un premier tour du propriétaire. C'est spectaculaire. Non, mais ça, on en parlera plus tard. L'escalier qui est le plus bel escalier de Falaise. Dites donc! On en parlera plus tard. On va passer directement au salon. Je vous en prie. Donc, je vous précède. Là, on est dans quelle époque? C'est 18e, Louis XV. Ça correspond à la période où a été construite la maison? Cette partie, la partie principale de la maison est 18e. On voit bien dans les moulurations des boiseries. Vous faites bien de préciser la partie principale de la maison, parce qu'on a construit la maison sur, je dirais, des éléments existants. On a construit sur les remparts. Elle s'est construite comment, la maison? Alors, c'est un enchevêtrement de différentes parties. Bon, je ne sais pas tout sur cette maison. Mais c'est pour ça que nous sommes là. Ouais. Quand je cherche à retracer l'histoire d'une maison, le plus compliqué est souvent de distinguer les remaniements successifs. Tant que faire se peut, vous essayez de conserver le maximum d'éléments de l'origine de la maison? Quand c'est en bon état? Quand c'est en bon état, on conserve. On ne va pas aller mettre du neuf, on ne va pas mettre de lino. On a un beau parquet en chêne, point de Hongrie, comme ça, on conserve. Et le mobilier que vous avez, c'est un mobilier de famille. Et si on s'intéressait au plus bel escalier de Falaise? Je vous emmène. Je vous en prie. Tout paraît remarquablement préservé. Un bon point pour mon enquête. Magnifique pièce. Et puis alors là, tout ça, c'est d'origine. Le fer forgé est effectivement d'origine, mais simplement ce qu'il faut se rendre compte, c'est que l'escalier occupe à lui seul une pièce. Bien sûr. Mais c'est même une maison, c'est parce qu'il a son toit propre. Alors un autre merveilleux trésor, ça, un Delacroix. Ah oui, exact, oui, Delacroix. Ah oui, mais attendez, août 2004, février 2006, c'est quoi cette histoire? Ah, mais c'est un Delacroix. Ah, bah, non, mais Delacroix, en fait, c'est mon nom, excusez-moi, on s'est mal compris. Je vois le genre. Ici, c'est, j'aurais tendance à dire, la seule vraie chambre de la maison. Et les autres pièces, c'est quoi exactement alors? C'est des petites chambres. C'était plutôt pour le personnel, les gens de maison, Voilà, comme on dit, quoi. Exactement. Tandis que ça, c'était vraiment la chambre de maître. Tout en boiserie, avec une belle cheminée. Et attendez, Ville de la Baule, concours des beaux bébés, décerné à Jean Arnaud de la Croix. Eh oui, qu'est-ce que vous voulez. Beau gosse. Beau gosse, comme on dit. Merci. Et puis alors là, effectivement, c'est une pièce très très agréable qui donne voilà, on a le côté cour, côté jardin, un beau jardin, beau et grand jardin, très agréable. Et c'est au jardin que je vais maintenant m'intéresser. Véritable face cachée de la maison, j'ai l'intuition que c'est ici que l'hôtel de Morel puise ses origines. Dites-moi, Jean Arnaud, pour décrocher de l'effervescence urbaine, c'est le premier un jardin comme celui-ci. C'est extraordinaire. C'est un vrai bonheur. Pour remonter le temps, il suffit de pousser ce petit portail en bois. Ah oui! Dites-moi, elles sont en bel état encore, ces murailles. Effectivement, une belle perspective sur les remparts et les tours, à raser, certes, mais encore en bon état. D'ici, il m'apparaît clairement que le jardin suit le tracé des fortifications médiévales. La vue est d'ailleurs imprenable sur cet impressionnant château fort qui domine la ville close.
À l'époque médiévale, l'hôtel de Morel n'est pas encore construit. Mais je sais que souvent, les hôtels particuliers portent le nom de leur premier propriétaire. C'est cette piste que je vais suivre. Il s'appelle l'hôtel de Morel, d'ailleurs, cet hôtel. Voilà, alors... Mais qui étaient les Morel? Je sais pas trop. D'après ce qu'on m'a laissé entendre, dire, c'était une famille originaire, bien sûr, de Normandie, mais compagnon de Guillaume quand il est parti prendre le trône d'Angleterre. Quand vous parlez de Guillaume, c'est le celui-là. monsieur Ouais. auquel on fait référence, Guillaume le Conquérant, c'est son château qui est derrière, Exactement. avec une forme un peu particulière quand même. C'est un hein. château défensif, purement militaire, pour Et vous impressionner. n'avez jamais réussi à savoir quel était le lien direct entre Guillaume le Conquérant et cette famille Morel pour Absolument l'instant pas. On va essayer de savoir. On va Ah, essayer bien de sûr. savoir. Cette enquête me ramène aux alentours de l'an 1000. Au temps des rois, des gentes dames et de l'amour courtois. À ce sujet, il y a, paraît-il, un lieu incontournable à Falaise, cet ancien lavoir. C'est là que nous retrouvons Jérémy Bischoff. Jérémy, enchanté, bonjour. Bonjour Jérémy. Il est guide à Falaise. Alors, en votre compagnie, remontons quelques siècles en arrière. Voilà. Nous sommes à quelle époque? Alors nous sommes en 1027 et à ce moment, Robert le Magnifique, donc duc de Normandie, au retour d'une partie de chasse, passe devant cette fontaine. Et en passant devant cette fontaine, Robert y découvre une sublime femme, Arlette, qui lave son linge à la fontaine. Et tous deux, âgés de 17 ans, tomberaient amoureux devant cette fontaine. Donc on est réellement sur la place romantique de Falaise. Jérémy m'apprend que si Arlette et Robert s'aiment, ils ne se marieront jamais. 9 mois après leur rencontre, naît le petit Guillaume, surnommé donc Guillaume le Bâtard. Jusqu'à ce qu'il prenne sa revanche et devienne le conquérant. Alors, sur cette place, Jérémy, Guillaume a fière allure. Il faut Oui. dire qu'il est devenu roi d'Angleterre. On l'appelle désormais Guillaume le Conquérant. Oui. Bien des années se sont passées. Mais comment a-t-il fait pour asseoir sa toute-puissance dans un premier temps? Il va devoir faire des alliances. Il va se rappeler que son père, Robert le Magnifique, avait prêté main forte au roi de France, Henri Ier, à l'époque. Henri Ier va s'en souvenir. Suite à cela, Guillaume va pouvoir réaffirmer son pouvoir. Il va faire raser les châteaux de ses vassaux et il va pouvoir s'appuyer sur l'aristocratie locale, dont la famille de Morel, qui est installée depuis déjà un moment à Falaise, et sur qui il va pouvoir compter. Ça nous intéresse, la famille de Morel. Ça me dit quelque chose, effectivement. La gloire de Guillaume le Conquérant entraîne dans son sillage la famille Morel qui compte désormais parmi les puissants de la ville. Et je n'ai pas fini d'entendre parler d'eux. Pendant des siècles, les Morel sont les témoins privilégiés de la moindre histoire falaisienne. Et notamment d'une curieuse anecdote qui fera couler beaucoup d'encre. Stop, messieurs. Élément intéressant, juste au-dessus de vos yeux. Alors, je ne sais pas si vous le distinguez, mais là, on est sur une sculpture qui est très intéressante. Ça représente quoi exactement? Alors ça, c'est la bonne question. Souvent, les personnes ont du mal à remarquer ce que c'est. Et bien, ça représente une truie sur un enfant. C'est une sculpture qui fait référence à une histoire locale. Alors, j'imagine que vous aimez les histoires locales. Oui. Et cette histoire, elle s'est passée au XIVe siècle, exactement. On est en 1386. Et à cette époque, les rues sont pleines de monde. Mais il n'y a pas que des humains. Il y a aussi des animaux qui déambulent un peu partout dans la rue. L'animal qu'on connaît le plus à l'époque, c'est le cochon. Puisque le cochon, c'est un peu l'éboueur de l'époque, on va dire. Il est en libre, il est en autonomie dans les rues. Et à cette époque, malheureusement, il va croiser une petite fille. Alors on dit même un nourrisson, puisque c'est un nourrisson de 3 mois à peine. Et ce nourrisson va sûrement être bousculé, mais il va surtout être dévoré. Et le nourrisson finira par trouver la mort. Ça ne va pas se terminer comme ça, c'est-à-dire que la truie, à l'époque médiévale, va être responsable de ses actes comme l'aurait été un humain. C'est-à-dire qu'on ne faisait pas de différence entre un acte commis par un humain et par un animal à l'époque. C'est-à-dire qu'elle va être jugée? Elle va être jugée, tout à fait. Mais alors plus que ça encore, elle va être jugée comme un humain. Donc comme elle ne ressemble pas à un humain, on va la vêtir comme un humain.
et surtout elle va avoir son avocat, comme un humain. Et toute la population assiste à la scène? Et exactement, toute la population va assister à la scène, on est au XIVe siècle, et donc justement, tous les nobles, dont la famille de Morel, ont assisté à cette exécution, puisque la truie sera pendue en place publique. Mais on va pousser plus loin encore, c'est que même les paysans et leurs cochons vont avoir obligation d'assister à la scène, puisqu'on imagine à l'époque médiévale que les cochons par eux-mêmes vont comprendre, en voyant cette exécution de cochons, qu'il ne faut pas reproduire ce genre d'erreur. Maintenant que j'en connais davantage sur les Morel au Moyen-Âge, je me demande où ils habitent alors. Leur hôtel particulier ne sera pas construit avant plusieurs siècles. Mais je retrouve leurs traces à 3 km de Falaise, à Aubigny, où leurs descendants possèdent encore un château. Pour en savoir plus sur cette famille, je retrouve Mireille Thiès. Elle est écrivaine et passionnée d'histoire locale. Bonjour Mireille. Bonjour Stéphane, Comment allez-vous? bienvenue à Aubigny, merci, très bien. Merci pour votre accueil. Alors vous savez, je suis actuellement en train de mener une enquête sur l'hôtel de Morel. On voudrait savoir dans un premier temps quel était vraiment le rang de la famille de Morel et comment se justifiait leur toute-puissance. Oui, donc à l'époque, ils avaient déjà un château à Aubigny. Leur puissance, enfin leur fortune, ils la tenaient certainement du commerce comme beaucoup de nobles falaisiens. Et ils avaient investi dans le foncier, d'où la construction de ce château. Ils étaient aussi seigneurs d'Aubigny. Donc ça, c'était très important d'être seigneur d'un lieu parce qu'on en retirait aussi des revenus. Et vous voyez, ils apposent même leurs armoiries sur la tour de l'église dont ils sont patrons puisqu'ils sont seigneurs du lieu. C'est pas une marque de reconnaissance, c'est la façon d'afficher sa toute-puissance. Voilà, il faut que ça s'affiche. Et d'ailleurs, j'ai quelque chose à vous montrer qui va vous surprendre. Très bien. Bien voilà, donc vous connaissez bien sûr Stéphane les gisants, les statues mortuaires. Les statues mortuaires que l'on trouve sur les sépultures, et donc qui représentent les personnages couchés. Bien sûr. Ici, vous allez voir les orants. Ça veut dire? Des orants, donc ce sont des personnages en prière. Donc cela vient d'ailleurs du latin orare, qui veut dire prier. Et ce sont tous ces personnages alignés de la sorte. C'est vrai que c'est très étonnant, c'est unique en France, je ne l'ai jamais vu en tout cas ailleurs. Donc on a ici 6 représentants de la famille de Morel, dont Ravande de Morel, mort en 1625, et le dernier, Jules-Antoine de Morel, mort en 1786. Le père, le fils et les différents descendants, ainsi de suite? Voilà, et chaque fois, donc c'est le fils qui fait édifier la sculpture de son père en habit militaire. C'est amusant de voir quand même l'évolution. Grâce aux coiffures, on voit très bien à quelle époque on se situe. Donc on est à l'époque Louis XIII pour Ravande de Morel, Achille de Morel, avec la barbe et la moustache. Ensuite, les perruques frisées, poudrées, de l'époque de Louis XIV, beaucoup plus ostentatoires, bien sûr. Et là, on a 2 personnages rasés, avec des perruques attachées à l'arrière sous Louis XVI. Mais avec des cuirasses très travaillées. Et les cuirasses, ici, très travaillées, effectivement. À mesure que mon enquête avance, je réalise combien Jean Arnaud vit dans la maison d'une famille d'exception. Les Morel sont riches, puissants. Ils ont même, de père en fils, le titre de gouverneur de Falaise. Ce rôle de commandement militaire exige leur présence dans la ville. En plus de leur demeure familiale d'Aubigny, ils ont donc un logement de fonction au château de Falaise. Impressionnant, mais totalement démodé au XVIIIe siècle. Car voilà à quoi ressemblent les dernières nouveautés architecturales de l'époque. Comme à Versailles, la noblesse falaisienne aime l'apparat, les immenses fenêtres et les façades ouvragées. En quelques années, ce sont près de 30 hôtels particuliers qui sont construits à Falaise. Tous sont conçus pour être vus et tenir salon.
Comme Jean Arnaud, j'ai la conviction que l'hôtel de Morel date de la même époque. Et pour en avoir le cœur net, j'ai fait appel à un expert. Jean Arnaud, rassurez-moi, il est arrivé? Jérôme est là, Bien. notre sauveur, l'architecte des bâtiments de France. Et là, il fait le tour de la maison pour voir si effectivement celle-ci a bien été construite au 18e. Il a fini son inspection. Voilà. Bonjour Jérôme. Stéphane. Ravi de vous rencontrer. Enchanté. Alors, on a besoin de vous. Hein. Bon. On a besoin d'être sûr et certain que cette maison a bien été construite au XVIIIe siècle. Est-ce qu'il y a quelques éléments sur lesquels vous pourriez vous appuyer et l'attester, tout du moins? Oui, il y a des indices. Alors, il suffit de regarder la façade. En fait, on a une façade relativement sobre, mais par contre avec un ordonnancement par panneaux, panneaux d'enduit avec des parties en pierre de taille. Donc ça, c'est vraiment caractéristique de cette période. Puis vous voyez, toutes les fenêtres sont bien alignées. On a une lucarne dans l'axe de la fenêtre. Ça, c'est vraiment typique du XVIIIe siècle. Autre élément, vous voyez ces fenêtres qui sont cintrées. On a des clés au niveau des linteaux. Et là, les clés sont assez proéminentes. Et il est probable qu'en fait, elles n'aient jamais été sculptées. Oui, c'est ça, il y avait toujours une petite sculpture. Voilà, soit un motif végétal ou humain, une tête humaine, mais ici on voit qu'a priori il n'a pas été sculpté. Depuis sa création, l'hôtel de Morel a été très peu modifié. Sa façade nous apparaît quasiment telle qu'elle était à l'époque. Alors, montrez-nous les trésors que vous avez trouvés à l'intérieur, Jérôme. Je vous en prie. Alors ici, là, dans cette pièce-là, j'ai trouvé des éléments, des traces intéressantes. En fait, des témoignages qui attestent que la maison est vraiment du XVIIIe siècle, ce sont ces petites traces qu'on a sur les côtés, qui correspondent à l'emplacement des anciens petits bois. En fait, on avait des petits carreaux, tout simplement, parce qu'on fabriquait des verres assez petits. Et ça, c'est probablement une modification du XIXe siècle, quand on a voulu plus de lumière pour mettre la maison un petit peu au goût du jour. C'est le siècle des Lumières. Oui, c'est ça, c'est ça. Puis le deuxième détail, c'est un détail au niveau de la charnière. On a ce qu'on appelle des fiches à gonds. Et si vous regardez, il y a 5 éléments. Et ça, c'est caractéristique du XVIIIe siècle, parce qu'en fait, plus tard, au XIXe siècle, eh bien, il y en aura 6, puisqu'on industrialise la fabrication des éléments de ferronnerie, en fait, et on n'a plus ce système à 5 éléments. 18e en ce qui concerne les menuiseries. L'ambiance générale de la pièce? On est complètement dans ce même siècle. En fait, si vous regardez les lambris sur les murs, comme pour la façade à l'extérieur, on fonctionne par panneaux, par recoupement, on a des petites moulurations. On est vraiment dans du vocabulaire du XVIIIe. Et même les tonalités choisies, le jaune? Alors ça, probablement pas. Hein, souvent, on était plutôt dans des teintes un peu plus grises, un peu plus douces. D'accord. Mais effectivement, l'ambiance est là. Plus de 2 siècles après sa construction, l'hôtel de Morel est dans un état de conservation extraordinaire. Alors, ce qui est remarquable dans cette pièce, eh bien, c'est ce parquet à la Versailles. Donc avec ses croisillons et ce module carré, ça c'est vraiment caractéristique du XVIIIe. Ça là-dessus, C'est tendance. Et ce qui est tendance, c'est éventuellement la fausse fenêtre. Oui, alors ça c'est vraiment caractéristique de cette période parce que en fait on aime beaucoup la symétrie. Hein. Tout est symétrique entre les panneaux de lambris et les fenêtres. Et ici on est face au mur. Eh bien, on en crée une fausse avec un miroir et qui crée cette ambiance un petit peu de reflet et de continuité de la pièce. C'est un peu la galerie des glaces de l'hôtel de Morel. Exactement, parce qu'on a même le jardin qui se reflète dedans. En 1789, l'hôtel de Morel est à peine construit que déjà il est menacé. Dans tout le royaume, les révolutionnaires pillent et détruisent les demeures aristocratiques. Mais ici, la maison est épargnée. Car les Morel prennent fête et cause pour le peuple. Ils auraient même fourni du blé aux Falaisiens affamés. Et quand le blé vient à manquer, on importe des Antilles une céréale encore insolite, le riz. Ingrédient de base d'un dessert populaire inventé dans le Calvados et toujours consommé avec autant de plaisir aujourd'hui, la turgoule. Eliane Le Foll en perpétue la tradition. Elle a remporté le grand concours de Torgoule à Falaise en 1980. Bravo, Eliane. On peut pratiquement considérer que vous êtes la championne du monde de la Turgoule. C'est bien ça? Si on veut. C'est un drôle de nom, Turgoule. Ça veut dire quoi? Il y a un patois derrière? Peut-être, ça tord la goule. Ça tord la goule. Ça tord la goule, parce que la torgoule, c'est du béton. Donc, quand on a mangé la torgoule,
les paysans disent qu'on est cacheté. Ça veut dire... Bien. Voilà. Vous savez qu'à chaque fois qu'on me demande de faire une recette, il faut que j'épluche les légumes, il faut que je les lave, ça dure des heures et des heures. Là, ça m'a l'air d'être Il n'y a simplissime. rien à éplucher. Je vous aime déjà, Elie, permettez. Merci. Alors, présentez-moi. La recette de la tergoule est inchangée depuis le XVIIIe siècle. Du riz, du lait, normand bien sûr, du sucre et de la cannelle. Et c'est une recette qui s'est perpétuée dans le temps, c'est-à-dire que toutes les familles ont continué à déguster la tergoule ici, même si c'était considéré peut-être comme un plat de pauvre au départ. Disons qu'au 19e, on la servait surtout dans les banquets, dans les grandes assemblées, dans les communions, les comices. C'est pour ça qu'on faisait surtout des grandes terrines. On peut très bien imaginer que dans ce jardin où était installée la famille Morel au XVIIIe siècle, on venait déguster avec ses amis la tergoule. C'est possible. Vous qui êtes vraiment du coin, Jean Arnaud, vous aviez déjà eu l'occasion de déguster la tergoule? Oui, mais je pense pas une aussi bonne que celle que nous a fait Eliane. On a la championne du monde quand même. Hein. Alors une tergoule comme celle-ci, elle a cuit 4-5 heures. Ensuite, on la laisse refroidir. Comment est-ce qu'on la consomme? Chaude, froide, tiède? Plutôt tiède, mais pas mise au frigo. Voilà. D'accord, Refroidie, on va dire. très bien. On peut en déguster un petit peu. Mais bien sûr. C'est possible. J'attendais. Attendez. Ah, ce sera pour moi la première tergoule de la saison. Hein. Première de la saison. Alors, on y va, on attaque. Oui, on va commencer doucement. Hein? Non, bah, il faut finir l'assiette après. C'est vrai, Eliane, faut tout finir ce soir? Il paraît. Ça se conserve ou pas du tout? Oh, ça se conserve assez bien. faut pas- D'accord. On y va tous en même temps, hein, Eh c'est oui. ça, hein? Bien sûr. Mais bien sûr. C'est très bon. Bravo. Excellent. Mais ça, on prend ça le matin. On peut à la rigueur faire Ah oui, l'impasse sur le déjeuner. il est calé pour la journée. On en fait une petite assiette le soir et tout va bien. On peut déguster la croûte de la même manière ou au contraire faut la Il y en laisser? a qui sont fanats de la croûte. Hein. Il y D'accord. a des gens qui... Mais écoutez, on va s'y La lancer, croûte. ma chère Eliane. Ah oui, bien oui, sûr. Mmh, Ah oui, c'est bon la croûte. Hein. c'est fin. C'est très très fin. Oh, ouais. Ça se mange sans faim, comme on aurait dit dans un certain film, à une certaine période. Alors, bon, une dernière pour la route. Parce que c'est pas tout ça, mais on a encore un peu de travail à effectuer, et notamment une enquête pour découvrir une autre facette importante liée directement à cet hôtel de Morel. On vous laisse celle-ci. Et moi, je prends celle-là Ben et oui. je vais aller m'empresser de la mettre à cuire tout de suite. Maintenant que je connais l'histoire de la famille Morel, de nouvelles questions émergent. Comment leur maison est-elle parvenue jusqu'à Jean Arnaud? Qui furent ses propriétaires successifs et que faisaient-ils? Pour y répondre, j'ai un premier indice, ce document. J'ai encore une carte dans mon jeu. Cette carte, c'est ceci. C'est un acte de vente que je vais vous laisser consulter. Ah, ça c'est très gentil. Nous sommes en 1839, au mois d'août. Par devant, maître Hippolyte, notaire royal à Falaise. Pour une raison inconnue, en 1839, les Morel vendent leur demeure à un entrepreneur ambitieux, Louis Charlemagne Beuzelin, tanneur de son état. Pourquoi choisit-il précisément Falaise? Pour sa situation géographique, entre deux cours d'eau, la ville est idéale pour y établir sa tannerie, juste en contrebas du château. Quant à la vente des pots, elle est assurée grâce à une des plus grandes foires de France, située dans les faubourgs de Falaise. C'est là, sur la place de Guibray, que nous retrouvons Alain Delbecq, intarissable guide. Alors sur cette grande place, il y a quelques siècles en arrière, on aurait eu du mal à vous retrouver. Parce qu'il y avait beaucoup de monde. Aujourd'hui, c'est plus simple. Alors, c'est vrai qu'au mois d'août, c'était la foire. Donc, il faut imaginer la foule des grands jours. Mais quand on parle de la foire de Guibray, est-ce qu'elle avait un retentissement national, voire même au-delà? Bien, oui, au-delà de la nation, bien sûr, c'est un des événements commerciaux les plus importants en Normandie et même en France, et on peut même parler d'Europe. Mais qu'est-ce qui justifie le fait que ça se passe ici? Alors, Falaise jouit d'une situation particulière. Il est sur un axe de circulation, axe nord-sud, Caen, Tours, au-delà de Caen même, l'Angleterre, et un axe Paris, la Bretagne. Situation donc tout à fait privilégiée.
Au mois d'août, ça se passe sur combien de jours? À notre époque, les choses vont beaucoup plus vite avec les moyens de transport, mais il faut se remettre un petit peu, il fallait le temps de se déplacer, on venait de très loin. Donc la foire a pu atteindre des durées de l'ordre de 3 semaines à 1 mois. Donc ça, on peut dire que pour Guibray, c'était une période d'activité intense, 1 mois dans l'année, en gros, et le reste du temps, C'est les vacances. une espèce de roupiller un petit peu. À voir Guibray si calme aujourd'hui, j'ai du mal à imaginer combien ces rues devaient être animées tous les étés. Et les bâtiments devant lesquels nous arrivons ici, c'était quoi? Les anciens entrepôts, plus ou moins, Alors où vous ça, c'est ce stocké qu'on les pots? appelle les loges. Les loges? Les fameuses loges de la foire de Guibray. Mais les loges, c'est au théâtre, monsieur. Et ici, c'est pas tout à fait le même sens, hein. Ce sont des échoppes, en fait, que les bourgeois falaisiens ont construit, donc en dur, en pierre, hein, pour les louer pendant le temps de la foire. C'est ce qui faisait le revenu. Parce que moi, je m'attendais à ce qu'une foire soit organisée plus ou moins dans un grand champ avec des stands éphémères, En dirais-je. bois. Non, il faut plutôt comparer cette foire de Guibray à ce qu'on connaît à notre époque moderne, comme la foire de Caen ou la foire de Paris, c'est-à-dire dans des grands bâtiments avec des locaux en dur. On est plutôt dans cet état d'esprit. Et donc ces loges se composent d'une pièce en rez-de-chaussée, où on faisait véritablement le commerce, et au-dessus, juste un logement, une pièce avec une ouverture, hein. Et donc on y stockait la marchandise, et on pouvait éventuellement y dormir. Je suis persuadé que Jean Arnaud aimerait savoir si à l'époque, il y avait déjà des antiquaires ici. Oh, je pense qu'il y avait du bric-à-brac, oui. Du bric-à-brac. C'est pas du Non, bric-à-brac, non, on je parle veux dire- d'antiquité. Non, je pense dans le sens des choses déjà utilisées. Ah, merci. Pas dans le sens merci. de antiquaire, je suis pas trop sûr, parce que ça, c'est quelque chose d'assez moderne, cette notion de l'ancien, hein. Mais pour autant, vous l'évoquiez, il y avait une véritable organisation, c'est-à-dire corporation par corporation, on se retrouvait métier Voilà. par métier. Ici, l'ancienne place au cuir, c'était vraiment Alors là, dédié c'était le au commerce du du cuir. cuir. Un petit peu plus loin, on a la fosse aux toiles, on a la rue de la Dinanderie, où on vendait tous les produits à base de cuivre, on a la rue des commerçants de Paris, la rue de la Mercerie, et ainsi de suite. Retour à l'hôtel de Morel, où un mystère reste à éclaircir. À quoi servaient ces curieux bâtiments? Pour y répondre, j'ai une piste. Une ancienne réclame, avec ce nom, Georges Deloge. Après Louis-Charlemagne-Bezelin, c'est lui qui rachète l'hôtel de Morel pour y fabriquer des bonnets de coton très prisés au XIXe siècle. Et il voit grand. Juste derrière la maison, il crée une filature ultra moderne pour l'époque. C'est assez étonnant de voir ce bâtiment industriel véritablement accolé à l'hôtel particulier. Comment ça a été vécu par la population à l'époque? Ça n'a certainement à cette époque choqué personne. On est en pleine révolution industrielle, on n'a pas du tout les mêmes conceptions du patrimoine qu'à notre époque. Et adjoindre à sa résidence un atelier, c'est tout à fait logique, d'autant plus que c'est intéressant d'avoir les ouvriers qui travaillent en ville, hein, des ateliers en ville. Parce que maintenant, on a plutôt tendance à les reporter en dehors de la ville, mais à l'époque, c'est l'inverse. Vendus par Jean Arnaud il y a quelques années, ces bâtiments sont aujourd'hui désaffectés. Alors, pour se rendre compte de l'importance de cette activité industrielle à Falaise, combien de personnes travaillaient à l'intérieur de cette usine? Alors là, c'est plusieurs dizaines, hein, je ne peux pas vous dire exactement, puisqu'on n'a pas, d'archives, on n'a plus les métiers, bien sûr, ils ont été dispersés, vendus ou détruits s'ils étaient trop vétustes, hein. Mais puisqu'on parle de filature, eh bien, j'ai une surprise que je vais vous montrer là-haut. Ah bah écoutez, on vous suit alors. Moi, j'adore ça, les surprises. Je suis très surprise de manière générale. Alain nous réserve un voyage dans le temps. Alors, filage de coton, leçon numéro 1. Alors là, on a de la laine, mais c'est sensiblement la même chose. Le lin, le chanvre, toutes sortes de poils d'animaux, c'est le même principe, On puisque travaille effectivement de la même manière. c'est une fibre. D'accord. Donc le but va être de mettre les fibres parallèles et de les travailler d'une certaine manière pour avoir un fil. Et alors pour arriver à cela, eh bien, on va le travailler en commençant d'abord par démêler les fibres, on va ce qu'on appelle carder. D'accord. Ah oui, il fait pas bon être entre les deux, hein. Alors quand on va avoir obtenu notre petite image, hein, eh bien on va pouvoir la filer. Mais avant, il faut connaître le secret de la laine. Le secret de la laine, c'est le chant de la laine. Écoutez. Ah, on entend bien. Ce sont quoi, les fibres qui craquent? Ce
c'est Et oui, incroyable. en ça. effet, les fibres ne sont pas complètement lisses. En fait, ce sont plein de petites écailles, plein de petits cônes les uns dans les autres, des petites écailles, ce qui fait qu'ils s'attirent l'un l'autre. Hein, quand j'en tire un petit bout, hop, ils ramènent toujours la... Et c'est ce qui va permettre les filages. Je vais vous montrer. À voir Alain, cela paraît simple. Mais l'art du filage nécessite une parfaite coordination des mouvements et un certain tour de main. Alors ce que je vous propose, mon cher Jean Arnaud, c'est de prendre la place d'Alain ici et puis de commencer à filer la laine, puisque de toute façon, on a décidé d'être ridicule du début à la fin. Je vais en profiter pour mettre ce célèbre petit bonnet qui a fait... Ça vous va bien. qui a fait vraiment le succès de Falaise en son temps. On ne le mettait que la nuit, rassurez-moi. Ah non, jour et nuit, les hommes, les femmes, on n'allait pas nu-tête. Ah oui? Ah non, on n'allait jamais nu-tête. Alors, selon ses moyens, on a des beaux chapeaux, de hautes formes, le melon, et puis le bonnet. Alors, c'est vraiment surtout à la campagne, dans les fermes, c'était systématique, aussi bien les hommes que les femmes. Alors, attention. Voilà. Tire sur le fil. Voilà. Là, je Et sens qu'est-ce qui qu'on se a passe? besoin. Il s'en va, bah, il tu s'en vois. va, il s'en va, Ah on bah oui, s'arrête. ça- Oui, maintenant, il faut s'appliquer, Jean Arnaud, Je laisse hein. aller. Tire. Je laisse aller. Tire parce qu'il va patiner si tu tires. Non, Voilà. je laisse aller. Mais il s'en va Voilà, tout très seul. bien. Eh oui, parce qu'il faut que tu retires. Mais quand même. non, en fait, je dois. Il faudrait essayer. Non, attends. non, mais Toutes ces on va faire un choses-là essai. s'apprennent. Faut bien que tu t'imagines que les jeunes filles à l'époque, elles commençaient à filer presque juste après le berceau. Hein. On peut garder le rouet pour s'entraîner avec Jean Arnaud pendant quelques semaines. Mais oui, je reviens d'ici quelques temps, je vais voir où vous en êtes. Mais je sais, Jean Arnaud, mais on va laisser tout ça ici parce qu'on a encore pas mal non, de travail. j'arriverai au bout. On a un autre Oui, je épisode. Faut jamais dire jamais. Plus tard. Faut jamais dire jamais. Ah, on y reviendra. C'est affaire de... On y reviendra. Et Je retire ce bonnet. dis-toi bien une chose, je n'ai pas appris en un jour. Ah, merci. En créant sa filature, Georges Deloge fait de très lourds investissements qui ne lui rapporteront sûrement pas grand-chose. Car au XIXe siècle, Falaise s'étiole peu à peu. Privé du chemin de fer, son développement industriel est freiné et sa population attirée par de plus grandes villes, comme Caen, à une quarantaine de kilomètres. Mais le drame de Falaise, c'est la Seconde Guerre mondiale. Juste avant la libération, c'est ici que se déroule l'ultime combat de la bataille de Normandie. Dans une violence qui aurait dû réduire l'hôtel de Morel à l'état de ruine. Ah, mais elle est immense, cette cave. Toute la longueur de la maison. Incroyable. Je vous invite à me suivre. On va aller jusqu'au bout. Ça, vous allez vous rendre compte par vous-même. Jean Arnaud, pourquoi m'avoir ramené dans cette cave pour évoquer la Seconde Guerre mondiale? Alors, justement, en juin 1944, au moment des bombardements qu'a subi la ville de Falaise, les occupants de l'hôtel de Morel sont venus se réfugier dans cette cave, D'accord. pensant pouvoir échapper aux bombes si jamais ça tombait sur la maison. Et ça a été le cas, ils ont été épargnés. Épargnés, et la maison aussi. Il n'y a rien eu. Rien du tout, ni bombes, obus, balles perdues, rien du tout. Chance inouïe, parce que c'était pas le cas Non, de quand- tout Falaise. non. Je vais continuer d'ailleurs à mener cette enquête. Je vais remonter en surface pour aller m'intéresser à ce qu'a subi Falaise pendant la Seconde Guerre mondiale. Remontez avec moi et allez Je vous vous en mettre au prie. chaud à la maison. Qui habitait alors l'hôtel de Morel? Jean Arnaud a promis de m'en dire plus. D'après lui, c'est un miracle que la maison soit encore debout. Alors, que s'est-il exactement passé ici pendant la bataille de Normandie? Pour répondre à mes questions, Christophe Prime, historien au mémorial de Caen, m'a donné rendez-vous en pleine campagne. En juin 1944, au plus fort des bombardements, c'est là que les Falaisiens se réfugient. La ville va être bombardée dès le 7 juin, le midi, à l'heure du déjeuner, Mais bombardés par qui? Par les Allemands ou par les forces alliées? par les forces alliées. Parce que des Allemands se sont retranchés ici en nombre. Il y avait déjà quelques unités allemandes, mais au final, les Alliés en fait vont
bombarder justement la ville comme bien d'autres, justement uniquement de manière préventive pour éviter justement l'arrivée des renforts allemands. Et lorsque les bombardements commencent dans Falaise, la population fuit un peu la ville, le centre-ville? Dès le premier bombardement, finalement, hein, je dirais de manière presque naturelle, toute la population va s'égayer dans la nature, dans les fermes, etc. Et il n'y a pas que la population, puisque l'hôpital qui va être détruit, justement, toutes les administrations vont aussi se réfugier aux alentours. Malgré la tragédie, la vie s'organise tant bien que mal. À Falaise, un mémorial rend hommage aux civils. La belle aussitôt la suite. Nous disons la belle aussitôt la suite. Émouvant dans leur simplicité, ces objets racontent un quotidien bouleversé. De l'avenir. Le manchot la serre dans ses bras. Nous disons le manchot la serre dans ses bras deux fois. Le fantôme n'est pas bavard. Les bombardements sont massifs. L'abbé est mercier. C'est ici que je rencontre Henri Allein, un des derniers témoins à avoir connu Falaise pendant la guerre. Sous nos pieds se trouve ce qu'il y avait. Au moment où on a reconstruit ce bâtiment, on a trouvé sous les décombres une maison qui avait été totalement rasée et quelques objets qui faisaient partie du quotidien, de ce quotidien totalement brisé à l'occasion des bombardements. En 1944, vous aviez quel âge, Henri? J'avais 20 ans, 19 ans et demi. Et vous étiez où exactement? Je travaillais dans une entreprise de travaux publics à Caen avec mon oncle. Et cette entreprise a été requise par les Allemands pour faire des blocos. Alors donc, le jour du débarquement... Vous étiez en première ligne? J'étais au bord de la plage. Vous avez vu tous les navires arriver? Tout à fait. On a vu cette armada. C'est dommage, c'était la guerre, parce que c'était quelque chose de magnifique. La mer était illuminée par les tirs d'artillerie. Et la surprise, elle était des deux côtés, parce que vous aussi, de votre côté, aucune information n'avait fuité, personne ne savait qu'il allait se passer quelque chose. On ne s'y attendait pas du tout. Mais enfin, quand on a vu ça, on s'est dit quand même, ça y est, c'est le débarquement, quoi. On était contents et on a quand même eu peur. Hein. L'avancée des combats pousse Henri à fuir vers Caen, avant de se réfugier aux abords de Falaise. Il a fallu évacuer. Mais on a pris avec mon oncle et ma cousine et ma fiancée, on a pris un obus. Ils ont été tués tous les trois, moi j'ai été blessé. Sans le savoir, Henri se retrouve pris dans la dernière opération de la bataille de Normandie, la poche de Falaise. Les Alliés encerclent les soldats allemands et les malheureux civils pris au piège dans la ville et ses environs. Est-ce que vous avez eu l'occasion, juste après les bombardements, de revenir sur Falaise et de découvrir ce que la ville était devenue? Oui. La ville avait été bombardée et il n'en restait pratiquement plus. Hein. Ça a mis beaucoup de temps avant que vous puissiez en parler. Oui, une cinquantaine d'années. Merci mille fois en tout cas d'avoir accepté de témoigner une fois encore avec nous aujourd'hui. Je vous en prie, c'est avec plaisir que je porte à la connaissance des gens ce qui s'est passé. Si Henri survit, dans la région, 14 000 civils meurent durant l'été 44.
à la libération de Falaise, les 3/4 du centre-ville sont dévastés. L'hôtel de Morel fait partie des rares édifices encore debout. Tout autour, c'est un champ de ruines. La ville ne retrouvera plus jamais le même visage. Sur cette photo, je découvre la porte des Cordeliers avant-guerre. Elle s'ouvre sur une ruelle animée et commerçante, entièrement rasée en 1944. Elle laisse place aujourd'hui à une allée bien plus vaste où les vestiges des bombardements sont encore présents. J'y retrouve l'historien Christophe Prime. La ville, elle n'a pas été reconstruite à l'identique. Il a fallu déjà, dans un premier temps, repenser tout le plan d'urbanisme. On est aujourd'hui avec des rues bien plus larges que celles qui étaient celles de Falaise par le passé, non? Oui, il a fallu essayer de reconstruire, de repenser finalement aussi la nouvelle ville. Et surtout, je veux dire, le bâti, lui, justement, a énormément progressé, s'est modernisé finalement. Hein. Et tout ça avec un souci de standardisation parce qu'il fallait aller le plus vite possible. Et alors, il y a effectivement cette industrialisation qui va faire que les travaux vont être beaucoup plus rapides que par le passé. Mais ceci étant, on a conservé des codes esthétiques, je dirais, dans l'architecture à travers la pierre utilisée notamment. Oui, tout à fait. C'est de la pierre calcaire qu'on utilisait ici? Oui, qu'on utilise dans les différents même villes et villages qui ont été reconstruits. On est toujours un petit peu sur le même principe. Et puis pour éviter d'avoir des blocs successifs comme ça, on joue aussi sur un rythme donné dans les toitures. Oui, on essaye quand même malgré cette standardisation, justement, de casser, comme vous le dites, hein, de casser le rythme, parce que justement, cette ville aussi, elle doit être aussi plus moderne, plus agréable à vivre, aussi bien dans le confort, mais aussi de manière esthétique. Qui habitait l'hôtel de Morel pendant cette période capitale de l'histoire de Falaise? Jean Arnaud a promis de m'en dire plus. Ah, Jean Arnaud, je vous cherchais un petit peu partout dans la maison, parce que je... Avant que mon enquête se termine, c'est donc lui qui a un dernier secret à me révéler. Ici, on avait un pensionnat qui a débuté juste après la Première Guerre et qui s'est terminé dans les années 50-60. Je regarde la configuration de cette pièce avec cette verrière. On a presque le sentiment d'être dans une classe d'école. Hein. Alors, les classes n'étaient pas là, les classes étaient au rez-de-chaussée. Ici, c'était le dortoir. Et le côté verrière, comme vous dites, c'était pour pouvoir surveiller les pensionnaires. Pour être sûr qu'elles ne fassent pas de bêtises. Exactement. Et au-dessus, nous avons la chapelle. Et sur le toit, il y a une belle et forte croix. Waouh! L'ancienne chapelle. Ah, c'est une pièce magnifique. Hein. Incroyable. Il faut imaginer qu'avant, à peu près à ce niveau-là, la pièce était complètement fermée. Oui. La tour, qui est là, comme les autres de la ville, comme on peut les voir aujourd'hui, était arasée. Et les bonnes sœurs ont remonté complètement la tour pour justement faire cette chapelle. Donc ça, c'est au tout début du XXe siècle que cette tour a été montée ici? Là, effectivement, on peut très bien imaginer l'hôtel ici. Voilà. Je vois effectivement les remparts dans la continuité. Et on peut très bien imaginer les collégiennes qui étaient ici tous les jours pour faire la prière en compagnie des religieuses. Du matin, oui. On a pu recueillir des documents, des souvenirs des jeunes filles qui sont passées ici. Je vais vous les montrer et vous allez pouvoir les lire. Ce sont un peu des témoignages? Des témoignages, tout à fait. Ça ressemblerait quoi? Pratiquement à un journal intime? Oui. Non, c'est plutôt des souvenirs. Je peux lire ça? Je vous en prie. Je suis né en 1933 et je suis rentré à l'âge de 6 ans et demi, c'est cela, comme pensionnaire, en septembre 1939 à Sainte-Trinité. Comme j'étais la plus jeune, j'étais très chouchouté par les grandes. Cependant, à l'âge de 14 ans, je pleurais tous les soirs dans mon lit, probablement parce que j'avais une petite sœur qui venait de naître. Je m'ennuyais. Et puis papa était à la guerre et maman venait nous voir tous les 15 jours, en voiture à cheval. J'avais un petit frère bébé, on ne rentrait qu'en vacances. Elle apportait du beurre et de la confiture, peut-être aussi du chocolat. J'ai fait toutes les classes de 1939 à 1947, jusqu'au certificat que j'ai obtenu. Et puis après, j'ai arrêté l'école. C'est incroyable, des témoignages comme ça, vous en avez beaucoup aussi? Oui, c'est poignant. L'histoire extraordinairement riche de ce lieu nous a ramenés au Moyen-Âge lorsque la famille Morel soutenait Guillaume le Conquérant. Au XVIIIe siècle, les Morel érigèrent cet hôtel particulier en signe de puissance.
Et un siècle plus tard, ils le cédèrent à un bourgeois, tanneur de son état. La demeure devint ensuite la propriété d'un tisserand audacieux avant d'être transformée en pensionnat de jeunes filles, comme vient de me le dévoiler Jean Arnaud, qui a lui-même le bonheur de choyer ses murs depuis plus de 20 ans. On a tourné ensemble quand même quelques belles pages d'histoire dans cette maison. Quelles sont vos impressions alors qu'on a retracé toute cette histoire à 100 à l'heure? Alors, c'est très enrichissant de voir tout ce passé qui défile et on se dit que finalement on n'est pas grand-chose et que ces murs-là, ils étaient là avant nous, ils seront là après nous et notre job aujourd'hui c'est de les conserver, de les préserver et c'est pour ça, Stéphane, je compte sur vous pour venir m'aider à refaire quelques peintures et enduits. Et pourquoi pas? Et pourquoi pas? En tout cas, vous êtes dans une belle maison chargée d'histoire et vous laisserez vous aussi une trace de votre passage dans l'histoire de cette maison. C'est une belle maison familiale. Et tout ce que je peux vous souhaiter, c'est de vivre encore en famille de très grands moments de bonheur dans cette maison. Merci beaucoup, Jean. Merci Stéphane, merci beaucoup. Comme un théâtre dans lequel se seraient jouées les plus belles scènes de l'histoire de Falaise et de sa région, l'hôtel de Morel m'a offert un cadre idéal pour remonter le temps et parcourir 9 siècles du passé normand.